Madame la sénatrice, notre doyenne d'âge au second, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire en nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honore tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif de notre beau et grand pays. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent et nous élèvent à la hauteur des idéaux et des attentes de notre nation. À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement, le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale, pour le renforcement de la stabilité politique de notre pays, pour le renforcement de la paix, de la démocratie. Je donnerai le meilleur de moi-même et je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l'ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur. Vive le Sénat, vive le Bénin. Merci beaucoup. Partout dans le monde, le changement climatique redessine les trajectoires de développement. Il met sous pression les ressources naturelles et énergétiques, les systèmes alimentaires, les infrastructures, les unités de production et de transformation, les services sociaux et les économies. Mais il met aussi à l'épreuve notre capacité à protéger les populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les femmes, et à préserver les progrès en matière de développement. C'est dans ce contexte que s'inscrit la 3e CDN 3.0. Plus qu'un document stratégique ou un engagement international, elle exprime une vision ambitieuse qui fait de l'action climatique un puissant accélérateur de prospérité, d'innovation et de résilience pour tous. Face à cette urgence, le gouvernement du Bénin a érigé la transition climatique au rang des priorités. Son action est double. Elle cible d'abord l'atténuation avec une baisse visée de 32,8% de nos émissions à l'horizon 2035 grâce à 31 mesures phares. Elle consacre ensuite l'adaptation comme une priorité absolue à travers 244 projets. Notre ambition est simple, mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public. Non pas pour supprimer vos activités, mais mieux les organiser. Des espaces seront aménagés pour accueillir les activités, des espaces dédiés. Un éclairage sera installé
gratuitement. Les toilettes mobiles seront mises à disposition. Et surtout, nous avons décidé à titre exceptionnel de réduire de 50% les droits d'occupation pendant ces opérations. Nous vous demanderons de respecter les emplacements qui vous seront attribués. Il n'y aura pas de râle ou de fal pirate ailleurs. Si vous vous installez ailleurs, les rigueurs de la loi seront appliquées. Parce que l'occupation de l'espace urbain répond à des règles. Si nous voulons que notre ville prospère davantage, que vous puissiez prospérer, il faut que nous supprimions tous les comportements anarchiques. C'est spécial pour moi et notre pays en total, notre Premier ministre, parce que nous voulons avoir des relations proches avec le Bénin. Et nous avons aussi une stratégie du Canada pour l'Afrique. Et cette stratégie témoigne de notre engagement à long terme. Je pense que l'Afrique, le Bénin, l'Afrique de l'Ouest sont des domaines géographiques très importants, pas seulement pour le Canada, mais pour le monde entier. Notre coopération s'enrichit, elle se diversifie, elle investit désormais davantage dans l'économie, dans l'innovation, dans la sécurité et dans le développement humain, des valeurs qui sont chères à la République du Bénin et que je sais chères aussi au Canada. Et je crois que c'est une excellente nouvelle pour nos deux pays. Je crois que cette ambassade en est l'illustration et que nos ambassadrices respectives qui se connaissent œuvreront pour que ça se concrétise dans des projets à impact perceptible pour les peuples du Bénin et pour les peuples du Canada. Le Nigeria annonce la libération de 308 personnes victimes d'enlèvement. Selon la présidence, il s'agit de la plus importante opération de sauvetage menée en une seule journée dans le pays. Les otages ont été retrouvés dans la forêt du parc national du lac Kainji, dans l'ouest du Nigeria. Parmi eux, 163 habitants du village de Woro, dans l'état de Kwara, et 145 personnes enlevées dans l'état du Niger. Woro avait été la cible d'une attaque particulièrement meurtrière en février. Des djihadistes présumés avaient tué plus de 150 personnes et enlevé de nombreux habitants. Pour cette opération, les autorités ont mobilisé l'armée, la police, les services de renseignement et le Centre national de lutte contre le terrorisme. Le Nigeria reste confronté à une forte hausse des enlèvements contre rançon, notamment dans le nord et le centre du pays. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a rencontré mercredi le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa, alors que l'épidémie d'Ebola qui touche le pays s'accélère rapidement. Il s'agissait de la deuxième visite de Tedros Adhanom Ghebreyesus en République démocratique du Congo depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai. Près de 3 mois plus tard, environ 3900 cas ont été recensés, dont plus de 1750 décès selon les derniers chiffres du gouvernement congolais. Dans certains foyers épidémiques, le nombre de nouveaux cas a doublé au cours de la seule semaine dernière, selon le directeur général de l'OMS. À Kinshasa, il était accompagné de Jean Kasseya, le chef du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a mis en garde contre la trajectoire alarmante de l'épidémie et noté les dysfonctionnements dans le traçage des cas contacts. Causée par la souche Bundibugyo, la flambée actuelle a surpassé toutes les précédentes épidémies d'Ebola en termes de vitesse de transmission. Le Real Madrid est sur le point de réaliser le plus gros transfert de son histoire. Le club espagnol a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour recruter l'ailier ivoirien Yann Diomandé. L'opération atteindrait 140 millions d'euros, dont 125 millions fixes et 15 millions de bonus. À seulement 19 ans, Diomandé sort d'une saison remarquée avec Leipzig, ponctuée de 16 buts et 10 passes décisives après son arrivée de Leganés un an plus tôt, pour environ 20 millions d'euros. Courtisé par le Paris Saint-Germain et Liverpool, l'international ivoirien a choisi le Real Madrid. Il est désormais attendu dans la capitale espagnole pour passer sa visite médicale avant la signature de son contrat. Ce transfert record s'inscrit dans le vaste chantier de reconstruction lancé par le Real après une saison sans titre.
Alors qu'il s'est rendu au siège du Conseil électoral provisoire pour s'inscrire sur les listes électorales, le Premier ministre haïtien Didier Fils-Aimé a appelé à la tenue des élections dans le pays en dépit du climat sécuritaire. Les opérations d'enrôlement des électeurs sont entrées lundi dans leur deuxième semaine. Elles n'ont débuté que le 30 juillet dans le département de l'Ouest, qui comprend Port-au-Prince, la capitale, en raison de l'insécurité entretenue par les gangs. Nous soutenons le Conseil électoral provisoire. Nous lui fournissons des moyens financiers et la loi électorale est prête. L'ensemble du gouvernement est mobilisé pour garantir le bon déroulement des élections. Nous apportons notre aide de toutes les manières possibles. Nous travaillons en parfaite harmonie avec le Conseil électoral. Les élections relèvent de l'autorité de l'État haïtien. Des élections, c'est aussi le souhait de nombreux Haïtiens qui mettent en avant la nécessité de respecter les principes démocratiques. Le dernier vote organisé dans le pays remonte à une dizaine d'années. Dans un pays démocratique, on ne devrait pas rester si longtemps sans organiser d'élections. Nous voulons que ces élections aient lieu. Bien sûr, je suis ici pour m'inscrire sur les listes électorales, mais je sais qu'il est possible qu'elles n'aient pas lieu. Comment des élections pourraient-elles se tenir dans un environnement aussi peu sûr? Il faut d'abord un climat de paix et ce n'est qu'alors que nous pourrons organiser des élections. Les élections sont prévues entre décembre et février dans un pays en proie à la violence qui a obligé environ 1,5 million de personnes à quitter leur domicile. Les gangs nous rendent la vie extrêmement difficile. Beaucoup d'entre nous sont opposés à la tenue d'élections dans ces conditions. Mais si les élections doivent avoir lieu, elles doivent se dérouler dans de bonnes conditions. Haïti n'a plus de président élu depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Alors que les électeurs ont été appelés aux urnes pour la dernière fois, en 2016.